Bonjour à tous, voici la vidéo de cours sur le monde des cités grecques. Alors, on avait introduit ce cours en voyant ces images que vous connaissez souvent du dessin animé Disney Hercule, et puis ça nous avait permis de voir qu'on allait travailler sur le monde des Grecs, voilà, en rentrant par les mythologies. Donc, on avait dit qu'il y avait plein de dieux grecs que souvent vous connaissiez. Par exemple, Zeus, le roi des dieux, c'est celui que vous connaissiez le plus, voilà. Mais finalement, ces dieux grecs, par qui ils sont vénérés, etc., eh bien, euh, ces dieux grecs, ils sont vénérés par les Grecs, sauf que durant l'Antiquité, eh bien, la Grèce, ça n'existe pas. C'est pas un pays qui existe. C'est en fait plusieurs cités qui sont des États indépendants, c'est des villes en fait indépendantes. C'est comme s'il y avait plein de petits pays à l'intérieur de la Grèce, et donc qui existent en Grèce, qui se développent autour de la Méditerranée, et ces cités, elles apparaissent vers -800. Quand on regarde l'évolution des cités, si on reprend la carte dans le livre, c'est ce qu'on avait fait, on se rend compte que les cités grecques, elles se développent. Les régions occupées par les Grecs se développent, et avec elles, les cités grecques se développent. Les Grecs vont fonder beaucoup de colonies, hein, c'est toutes les cités fondées en dehors de la Grèce d'origine. Et donc les Grecs vont fonder tout un tas de colonies partout autour de la Méditerranée, par exemple à Marseille. Donc le nombre de cités augmente entre -800 et -500, ou entre, c'est la même chose, hein, mais c'est une façon de le dire, 800 avant Jésus-Christ et 500 avant Jésus-Christ. Et donc, on a vraiment des cités grecques qui se multiplient. Donc, chaque cité est indépendante, chaque cité se ressemble. On avait travaillé à partir d'un schéma de la cité grecque, et finalement, il y a 3 composantes que j'aimerais que vous reteniez. Il y a une ville principale pour une cité, il y a un port, forcément on est au bord de la mer Méditerranée, et puis on a un village. C'est ça la cité, c'est pas juste la ville, c'est la ville, le port, le village. La ville est fortifiée en cas d'attaque, les villages alentours entourent la cité principale, la ville principale, le port pour pouvoir faire du commerce, et tout autour on a les bornes frontières qui vont délimiter en fait le territoire de la cité. Dans la ville principale, on retrouve une acropole, donc un espace en hauteur où on va retrouver les temples surtout, et une agora, c'est la place publique, là où il y aura le marché et les institutions politiques. Et la cité, c'est ça, c'est ville principale, port et village. Alors ces cités, même si elles sont toutes grecques, elles parfois se combattent, et c'est ce qu'on avait vu avec la frise, qui est juste là. Alors, je peux la vous dire. Donc on est bien dans la période de l'Antiquité, les colonies, elles se fondent durant cette période, et ensuite elles peuvent s'affronter. Par exemple, on a la guerre du Péloponnèse qui affronte les cités d'Athènes et de Sparte. C'est les deux plus grosses cités. Donc Athènes ici et Sparte ici. Voilà pour ce développement des cités grecques. Ensuite, s'est intéressé au mode de fonctionnement de gouvernement des cités. Alors, je vous avais présenté ce document. Il y a 3 types possibles. Il y a les cités où un seul homme va gouverner, on appelle ça une monarchie ou une tyrannie, hein, selon le nom du dirigeant. Il y a des cités où ça va être un petit nombre de personnes qui va gouverner, souvent les plus riches, mais aussi ça peut être aussi les soldats. Donc là, c'est ce qu'on appelle une oligarchie, comme à Sparte. Et puis, il y a une nouveauté, un nouveau mode de gouvernement qui va apparaître à Athènes. Et ce mode de gouvernement, il est intéressant parce que c'est le nôtre aujourd'hui. C'est la démocratie. Le fait que le plus grand nombre gouverne, ou comme le disait Périclès, que l'on avait étudié, c'est finalement les décisions sont prises par le plus grand nombre. C'est ce qu'on avait trouvé dans ce texte-là. C'était, je vous avais demandé de souligner la phrase qui vous résumait mieux la démocratie. C'était, voilà, les décisions sont prises par le plus grand nombre.
nous intervenons tous dans le gouvernement. Donc ça, c'était la définition de la démocratie. Et on s'était questionné sur le fait, oui, mais ok, est-ce que vraiment le plus grand nombre participe au mode de fonctionnement? Parce que c'est de la démocratie, c'était tout nouveau. Et donc on avait étudié ces deux documents-là. Et en fait, on s'était rendu compte que, ah, donc si on regardait celui-là, le document 4, seuls les citoyens, en fait, participaient 40 000 citoyens. Sauf que les citoyens, du coup, c'est les hommes libres. Et en fait, à Athènes, il y a plein de personnes, il y a à peu près 90% de la population, c'est pas ces citoyens, c'est pas ces hommes libres. Alors, qui sont ces gens qui ne participent pas à la démocratie finalement? Bien, les esclaves, hein. Donc ces personnes qui n'ont pas de liberté et qui travaillent pour qui appartiennent aux Athéniens, hein, enfin, travaillent pour les maisons, comme domestiques, pardon, pour s'occuper des enfants, voilà, des personnes qui ne sont pas libres, qui ne sont pas payées pour leur travail, qui appartiennent vraiment aux Athéniens. Il y a aussi les métèques, ce sont des étrangers libres qui habitent à Athènes, hein, donc ils viennent d'une autre cité, mais ils habitent à Athènes. Et puis, bien sûr, les femmes et les enfants. Donc, démocratie, oui, parce que c'est le peuple qui va gouverner Athènes, mais pas du plus grand nombre en réalité, puisque les femmes, les enfants, les esclaves et les métèques sont exclus. Ils sont non citoyens. Alors, c'est vraiment ça que je veux que vous reteniez. On peut regarder le fonctionnement de la démocratie, même si c'est vraiment pas, j'ai envie de dire, l'essentiel pour vous aujourd'hui. Je veux vraiment que vous compreniez et surtout que, finalement, même si on dit que démocratie, que c'est le pouvoir appartient au peuple, les décisions sont prises par le plus grand nombre, en fait, c'était pas le cas à Athènes. Ok? Bon, alors comment ça marchait cette démocratie? Donc, vous avez ces citoyens qui vont voter lors de l'ecclésia, et l'ecclésia va choisir en fait 10 magistrats, 10 stratèges qui vont diriger finalement la cité d'Athènes. Ils vont être ces citoyens donc, vont aussi être tirés au sort pour faire partie soit du tribunal, qu'on appelait l'ailier, soit d'un conseil qui s'appelait la boulée, et qui pouvait préparer les lois. Et en fait, aujourd'hui, c'est la même chose à peu près, hein. On a les citoyens français qui élisent non plus des magistrats, mais un président, et qui vont élire aussi un conseil qui va préparer les lois, et bien c'est l'Assemblée nationale. Et on a des juges, alors là, qui sont plus du tout non plus tirés au sort, ni élus, c'est tout un système judiciaire à part. Mais on retrouve énormément de points communs avec notre système d'aujourd'hui. Voilà, la démocratie, on peut dire qu'elle a plus de 2500 ans. Et notre système d'aujourd'hui s'inspire vraiment de ce système athénien qui était inédit à l'époque, hein. Je le rappelle, Athènes, c'est la première démocratie. Donc c'est vraiment super intéressant, je trouve, de voir que notre système de politique, il a été inventé par les Grecs, et il y a plus de 2500 ans, puisque donc Athènes devient une démocratie au 5e siècle. Quand on regarde la frise de votre début de chapitre, si je la remets rapidement, hop, donc on voit en 508, avant Jésus-Christ toujours, bien sûr. Donc voilà pour la démocratie athénienne. Bien sûr, donc un citoyen, il n'y en a pas beaucoup, mais et du coup ils ont des droits particuliers. Par exemple, ils peuvent posséder des terres. Un citoyen, ça a aussi des devoirs. Par exemple, ils doivent combattre pour leur cité, hein. On pourrait croire que du coup ils vont faire combattre leurs esclaves, mais pas du tout. Et donc on avait vu ce document avec l'Ecclésia, le fait que tous les citoyens pouvaient se regrouper pour écouter les orateurs. Okay. Périclès, je vous rappelle, qui est vraiment un des fondateurs de la démocratie, qui a participé à ce que la démocratie à Athènes soit comme elle l'est, comme on l'étudie. C'était un très très bon orateur, et il arrivait à ce que tout le monde l'écoute, alors qu'il pouvait être jusqu'à 40 000 citoyens à l'écouter. On avait vu ce document-là, je repasse dessus rapidement, c'est tout ce que peut retrouver l'archéologue, tout ce qu'on retrouve aujourd'hui, des jetons de tirage au sort par exemple, ou l'horloge à eau, la clepsydre, qui permet de chronométrer le temps des orateurs à l'ecclésia. Voilà. Alors,
Par contre, pour que tous les habitants de la cité d'Athènes se sentent intégrés à la cité, on avait parlé de la grande fête des Panathénées. Alors les Panathénées, c'est une fête en l'honneur donc d'Athéna, la déesse protectrice d'Athènes. Nous, on avait cette énorme statue sur le Parthénon, ce qui reste aujourd'hui du Parthénon, donc c'est ça. Et les Panathénées, en fait, c'était une grande procession à laquelle tout le monde pouvait participer, qui partait des limites de la cité d'Athènes, et en fait qui allait jusqu'au Parthénon, et le but c'était de recouvrir cette grande statue d'un manteau. Et donc dans la procession des Panathénées, on le sait grâce au décor du Parthénon, c'est ce qui est là, tout le monde participe. Aussi bien les cavaliers, les citoyens, que les esclaves, ça peut être des porteurs d'offrandes, des métèques, des femmes. Il va y avoir bien sûr des sacrifices, et donc les femmes qui ont cousu ce manteau pour Athénas, le Péplus. Voilà. Donc voilà pour les Panathénées qui a vraiment pour but de regrouper tous les habitants d'Athènes, pour que tout le monde se sente investi dans la cité, même si tout le monde ne participe pas à la démocratie. Enfin, avec ce document, on avait parlé des Jeux Olympiques, et on s'était dit, bah ok, quel rapport avec notre sujet? Les Jeux Olympiques, à la base, c'est un événement des cités grecques, c'est un événement antique. Et en fait, les Grecs, même s'ils vivent dans des cités différentes, avec des gouvernements différents et qui peuvent se faire la guerre, ils ont quand même des points communs. Donc on en avait vu déjà plusieurs. La mythologie, en début de chapitre, on avait dit, bah voilà, ils ont tous les mêmes dieux, ils ont les mêmes histoires. Vous m'avez dit que vous voyez l'Iliade et l'Odyssée en français. Ça, c'est un mythe grec, c'est une histoire grecque, avec, tous les membres des cités grecques y croient. Ok, ils parlent tous la même langue aussi, bah oui, ça c'est important. Et puis, ils ont des moments de rassemblement, des moments où les cités grecques vont pas juste s'affronter, mais au contraire se réunir. Ils vont tous se réunir, et les Jeux Olympiques, c'était un de ces moments-là. Les Jeux Olympiques, on avait vu avec les documents dans le livre et puis là, que c'était des événements aussi bien religieux que sportifs. Nous, aujourd'hui, on a l'aspect sportif, etc. Les courses, les différents sports. Mais en fait, pour les Grecs, c'était aussi un moment où on honorait les dieux, et notamment on honorait Zeus et Héraclès, Hercule. Pourquoi on honore Hercule? Parce que c'est lui qui aurait créé les Jeux Olympiques pour justement unir les Grecs qui étaient tout le temps en train de se chamailler. Donc ça, c'est selon le mythe grec. Ok. Et donc c'est vraiment un moment de rassemblement pour les Grecs. Donc voilà pour ce chapitre sur le monde des cités grecques. N'hésitez pas si vous avez des questions comme d'habitude. Et puis vous avez donc le quiz de révision qui est disponible également. Bonne révision à tous!